Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pascal Turcotte-Scott, chargé de projet à Le Labo Solutions Brassicole. Salut Jean-Pascal, ça va bien? Salut Gab, ça va très bien toi? Yes, sir, ça va super bien. Je te reçois aujourd'hui parce que je voulais absolument, pour mettre en contexte un peu les auditeurs, là, ça fait plusieurs fois que j'essaie de parler de bière sans alcool, de méthode de fabrication, là, puis qu'on me ferme la porte au nez. Fait que là, dans le fond, j'étais en recherche de quelqu'un enfin pour parler des méthodes de brassage pour les sans-alcool. Puis je suis tombé sur toi. Dans le fond, j'ai vu que le labo, vous aviez comme tout un programme là, sur la fabrication des bières sans alcool. Fait que c'est pour ça que tu es avec moi aujourd'hui. Fait que je suis très content qu'on parle enfin de ce sujet très important-là. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu c'est quoi le labo puis qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, tout à fait. Écoute, puis Gab, ça fait plaisir, je suis bien content d'être là aujourd'hui, en espérant que je n'étais pas le dernier en bas de ta liste. Non, Mais pas en tout. Tu aurais dû être excellent. le premier, en fait. Excellent. Fait que le labo, dans le fond, qui on est, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015 puis la majorité des activités ont commencé en 2017. Le labo, c'est deux objectifs. Le premier, c'est d'offrir des levures et bactéries de grande qualité sous forme liquide disponibles auprès des microbrasseries du Québec, maintenant du reste du Canada aussi. On commence à faire affaire avec les autres provinces tranquillement, pas vite. Euh, donc, ça, c'est le premier volet dans l'entreprise. Et le deuxième, c'est vraiment, on accompagne les entreprises, les fabricants de boissons alcoolisées dans l'amélioration de leurs procédés, de leur développement de produits, de la qualité de ce qu'ils vont faire. Vraiment, on est un partenaire, on se considère comme un partenaire essentiel auprès de l'industrie des boissons alcoolisées en général. OK, cool. Puis en tant que chargé de projet, c'est quoi que tu es amené à faire dans la compagnie? Euh, Dans le fond, je vais toucher essentiellement à deux volets. D'abord, je vais m'occuper de tout ce qui est la prise des commandes, aider les brasseries dans trouver des bonnes souches, des produits qui répondent à leurs besoins, les conseiller pour bien les utiliser pour qu'ils aient des bons résultats escomptés. Donc, je vais OK. faire beaucoup de ça. Puis, je vais aussi m'occuper une partie du service conseil là, sous la charge de mon patron Gérald. Donc, service conseil, là, c'est tout ce qui est formation auprès des brasseries, ça peut être du grand public aussi, d'établissements d'enseignement. On va aussi faire de l'assistance dans l'implantation de programmes qualité, l'amélioration des procédés, par exemple, tout ce qui est efficacité des procédés, efficacité de gestion de levure, efficience, on en parle beaucoup, c'est l'inflation. Les gens gardent beaucoup leurs coûts. Bien, ça, on fait de l'accompagnement là-dedans aussi. Donc, ça, c'est une autre portion que je touche beaucoup. Il faut me voir un petit peu comme en partie, je suis un rep, puis en Mhm. partie, je fais du service technique là, au niveau de la fermentation, entre autres. OK, OK, très intéressant. Puis j'ai vu que tu avais aussi t'as un baccalauréat, je pense. Oui, En... Oui, en sciences des aliments. Donc, j'ai fait OK, ça à l'Université Laval de 2014 à 2018. Puis OK. j'ai aussi un cours en microbiologie brassicole de l'Institut Siebel. C'est un cours qui se Ah, donne aux 2 ans à Montréal. Moi, j'ai fait le cours en anglais en 2018, là, avant de travailler. Après ça, j'ai travaillé 3 ans chez Pete Caribou avec ah ouais, OK. OK, je savais pas. Puis Jean-François et Vincent par la suite. Donc, là-bas, j'ai touché un petit peu à tout. Fait un petit peu de labo, un petit peu au brassage, un petit peu à la coordination de la production, puis des petits projets par-ci par-là. Là. Fait que j'ai pas mal touché à toutes les étapes du processus de brassage, fabrication de la bière. Là. Fait que tu sais de quoi tu parles. Oui, c'est sûr que je prends plus d'expérience à la ceinture, mais oui, j'ai quand même touché à tout, puis je me gêne pas de le dire. C'est cool. Parfait. Pour commencer là-dedans, je voulais savoir à quoi ça ressemble un peu le marché de la bière sans alcool. Est-ce que vous avez, j'ai l'impression, est-ce que vous avez de plus en plus de brasseries qui viennent vous demander conseil? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui en font quand même. Ben, effectivement, c'est un marché qui est en effervescence. Vraiment, ça a commencé tranquillement, pas vite. Surtout, c'est Bockel, je vous dirais que vraiment fait les premiers pas au niveau de l'industrie microbrassicole. Les grands brasseurs fabriquaient des bières sans alcool auparavant, mais je pense que c'est vraiment Bockel qui a ouvert une grande porte pour tout le reste de l'industrie pour montrer qu'il y a manière de faire des bons produits de qualité.
Mais l'industrie, depuis surtout quelques années, je dirais depuis 2020, puis encore plus depuis 2021-2022, on voit un essor dans l'industrie. C'est les premiers produits, si on vient quand même de loin, là, l'industrie des bières sans alcool, ça date de la fin du 19e siècle, les premiers produits qui ont été fabriqués. Ça a vraiment décollé beaucoup plus dans les années 70. L'Allemagne, c'est pas mal le berceau de ces styles-là, entre autres. Ah ouais? OK. Puis oui, vraiment, un des produits, les premiers vrais produits commercialisés, c'est la Klaus Thaler. J'espère que je la OK. prononce bien, mais on la retrouve encore sur les tablettes aujourd'hui, là, même je suis allé au métro, puis on la retrouve encore de nos jours. OK. Puis rapidement, les autres ont, d'autres entreprises, d'autres grands brasseurs ont pris le pas. Mais le marché, euh, en ce moment, euh, juste aux États-Unis, il estime, ben, il a atteint environ 22 milliards de dollars en 2022. Puis on estime encore des bonnes hausses dans les prochaines années. Hmm. Certains vont aller avoir des projections jusqu'à 30-40 dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, on Ah voit ouais. qu'il y a une grosse demande. J'ai pas de chiffres précis pour le Québec, mais déjà dans d'autres régions dans le monde, ça peut déjà donner une bonne idée. En Europe, c'est 8 à 10 des parts de marché de la bière au total. Wow, c'est beaucoup, ça. Alors qu'il y a quelques années, l'industrie microbrassicole, on avait ces chiffres-là au Québec. Imaginez juste de la bière sans alcool, c'est Ouais. 10 de ce qui est vendu en Europe. Tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres explications derrière ça, mais Hmm. quand même, on anticipe une grande émergence du style des produits sans alcool dans les prochaines années. Il faut aussi dire qu'il y a une évolution de démographique qui influence beaucoup ce marché-là. D'abord, les futures générations consomment moins d'alcool. Ça Hmm. a quand même un bon impact qu'il faut considérer. C'est de moins en moins vu comme un besoin auprès des jeunes. Tu vois, les dernières statistiques montrent que 15 des Canadiens de 20 ans et moins ne boivent plus du tout. OK. C'est quand même pas rien. Il y a aussi une autre tranche de la population là, qu'on appelle ce qu'on va dire les sobres curieux. Donc, des gens qui veulent, comme toi et moi, qui consomment de la bière par-ci par-là, Hmm. de temps en temps, puis qui ont des fois envie de baisser leur consommation. Ils vont vouloir continuer à boire l'alcool quand même de temps en temps, mais ça peut être dans la semaine, ça peut être aussi pour des raisons de santé, des raisons budgétaires aussi, qui vont augmenter leur consommation de produits sans alcool pour avoir une alternative intéressante. Fait que, il y a ça. Puis aussi, ce qui se passe également, ben, il y a un essor. C'est rendu que certaines technologies ça deviennent de plus en plus abordables pour les brasseries. Les technologies qu'avant seulement les grands brasseurs pouvaient s'acquérir ben, deviennent plus réalistes à acquérir auprès des petites brasseries. Il y a aussi des nouveaux procédés qui rendent ça plus abordable à fabriquer. On va en parler tantôt, là, tout ce qui est l'avenue des nouvelles levures non conventionnelles pour faire ce genre de produit-là. D'avant, ce n'était pas accessible, alors que maintenant, il y en a une trolley à la disponibilité des brasseurs. Fait que ça aussi, ça l'a accéléré l'offre des produits, ce qui a aussi augmenté la demande, ce qui aussi, inévitablement, va causer une hausse de la demande. On est capable de faire des produits de meilleure qualité, donc ça crée un attrait. Les gens vont consommer des bières sans alcool et la roue sans fin va commencer. Là. Fait que oui, on voit une hausse de la demande pour ce genre de produits-là dans les prochaines années. Donc, c'est certainement un marché intéressant à vouloir aller s'acquérir. Puis juste aussi donner une autre idée, c'est que c'est un marché en effervescence. Mais les grands brasseurs commencent de plus en plus à mettre leurs ressources sur ce genre de produits-là. On vient de voir tout récemment Guinness qui vient de Guinness, lancer ouais. sa fameuse dry stout en version sans alcool. C'est pas rien. Il faut aussi dire que même des joueurs de l'industrie des boissons gazeuses commencent à acheter des fabricants de bières sans alcool. Fait que ça aussi, OK. c'est un signe que ça bouge dans le marché. Il y a, par exemple, Athletic Brewing Company, qu'on voit quand même beaucoup sur Internet, sur les médias sociaux, qui a été acheté par la compagnie qui possède Dr Pepper, OK. donc qui veulent mettre un pied dans le marché aussi. Puis également, et enfin, j'avais oublié ça, un autre détail qui peut aussi pousser la demande vers ces genres de produits-là, ben, c'est des produits qui peuvent être commandés en ligne, qui peuvent être livrés sans problème également par la Ah poste, oui, c'est vrai. c'est comme des aliments. Ouais. Donc, pour les amateurs des genres de produits-là, c'est possible de commander des produits à travers le pays au complet. Donc, vous pouvez Hmm. commander de micros sans alcool de Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'autre bout du pays
Et vous pouvez le faire l'ouvrir chez vous. C'est quand même une option c'est quand même un plus à considérer aussi, ce qui fait qu'il y a plus de demandes pour ces produits-là. Là. Ouais, ouais. Mais c'est très intéressant parce que je m'étais jamais attardé aux chiffres. Tu sais, j'ai juste vu par-ci, par-là des microbrasseries qui en sortent, tu sais, mais je me suis jamais attardé aux chiffres. Puis je pensais pas que c'était aussi haut que ça quand même, là. Fait qu'il y a vraiment une grosse part de marché. Puis la Guinness sans alcool, j'ai vraiment le goût de l'essayer pour vrai. C'est intéressant. Honnêtement, je Ouais, l'ai essayé, je l'ai essayé moi-même, puis c'est ça, on s'entend, on sera pas, c'est pas identique à une bonne dry stout, une bonne Guinness en fût surtout, mais ouais, c'est quand même un solide substitut pour ceux qui désirent avoir une consommation plus raisonnable. ouais. La prochaine question, c'est une question un peu, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, c'est général un petit peu, là, mais euh, parce qu'il y a plusieurs méthodes là, pour faire des bières sans alcool. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? C'est quoi les différentes méthodes pour les produire? Puis si tu pouvais nous les décrire une à une. Ben oui, écoute, il y en a beaucoup. Je dirais, il y a différentes manières, vraiment toutes sortes de manières de faire un produit sans alcool. On peut les classer en deux grandes catégories. Il y a OK. toutes les méthodes où on va vouloir séparer l'alcool du produit. Mhm. Donc, première chose. Puis il y a toutes les méthodes où on va faire les méthodologies biologiques. Fait que c'est les méthodes qu'on va faire une fermentation limitée, parfois arrêtée aussi, dans le but de créer le moins d'alcool possible. Puis dans les Ouais. méthodes de séparation, d'alcool, ben, on peut avoir une fermentation limitée, c'est possible. Certains vont faire même une fermentation complète, puis on va retirer l'alcool par la suite pour avoir Mhm. un produit sans alcool. Fait qu'on va commencer avec les Ça, méthodes plus de séparation. on peut les amalgamer ensemble, là, dans le fond, toutes ces méthodes-là, là. C'est ça qui arrive. Mhm. Tout à fait, là, puis même que c'est ce dont beaucoup de grands brasseurs vont faire. OK. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui dévoile leur secret, mais ceux qui l'ont dévoilé, je Mhm. pense entre autres à la brasserie Samuel Adams, qui ont montré vraiment leur procédé, comment ils font leur New England IPA sans alcool, qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils vont faire Ouais. une amalgamation de deux méthodes. On va y OK. arriver un petit peu plus loin, là. Fait que, Ouais. dans nos premières méthodes, ben, il y a tout ce qui est les méthodes par séparation thermique, que je dirais, là. Dans le fond, on va se baser sur le fait que le point d'ébullition d'alcool est plus faible que le point d'ébullition de l'eau. Après, ça peut être sous pression, ça peut être sous vide, ça peut être à pression atmosphérique. Donc, une méthode aussi simple, ça pourrait être de juste en prendre une bière, on va faire une ébullition pour créer une évaporation de l'alcool. Mhm. Ça fonctionne. Écoute, avant même que j'ai commencé au Pic Caribou, Francis, il avait essayé. OK. Il avait essayé ça pour le mois sans alcool. Il avait pris de la gauze du barachois. Il a soigné ça dans le kit pilote qu'il y avait auparavant de 3 hectos. Ils ont désalcoolisé la gauze. Ils ont envoyé ça en analyse validée que c'était sous 0,5. Ils l'ont servi. Ça a fonctionné. C'est sûr que c'était pas le produit le mieux réussi, mais quand même, c'était très potable pour avoir fait quelque chose d'aussi osé. Par OK. contre, évidemment, c'est sûr qu'il y a des négatifs à faire ça. On Ouais. pense à tout le coût énergétique. Il faut faire bouillir ça durant quand même un certain temps. L'oxydation incroyable que ça va causer sur le produit, le temps requis pour faire ça. C'est sûr que le plus un faible investissement capital, moi, je ne vous recommande pas de le faire. Ouais. Euh, ça peut être une méthode aussi simple de retirer l'alcool. Ça peut Euh, amener aussi une caramélisation, peut-être aussi du mou, là. Fait que, tu sais, amener ta bière à un autre niveau que tu n'avais peut-être pas prévu à l'origine, là. Tout à Mm. fait. Ouais. Donc, les alternatives à ça, ben, c'est ce qu'on appelle, on va appeler la distillation sous vide. Certains vont aussi appeler ça la rectification. Donc, ça, c'est pas mal plus complexe comme procédé, mais ça va faire un produit de qualité vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va prendre on va faire une bière standard. Ça peut être OK. aussi une bière à degré d'alcool plus faible par fermentation contrôlée. C'est une autre possibilité. On va la dégazer, puis on va aussi retirer une partie des arômes en dégazant. Et puis, ces arômes-là, on peut les séparer du CO2 pour les réutiliser plus tard. Donc, on retire une OK. partie des arômes, on a une bière dégazée, on va l'injecter en très mince film sur le dessus d'une colonne, ça va descendre. Et dans le sens inverse, on va injecter de la vapeur alimentaire. Et tout OK. ça sous vide. Donc, sous vide, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le point d'ébullition de l'alcool est rendu beaucoup plus faible sous vide. Il peut aller jusqu'à seulement 35 degrés dans certaines conditions sous vide absolu.
OK. Donc, avec la vapeur qui va aller dans le sens inverse, on va aller récupérer l'alcool, on va aller l'extraire par un phénomène de désorption. Donc, la vapeur qu'on va récupérer, on peut la condenser pour qu'on va avoir une solution d'alcool Mhm. avec certains arômes aussi. Puis, notre bière déalcoolisée, il suffit de la refroidir. Puis, puis, au bout du procédé, on peut réinjecter les arômes qu'on a extraits en début de procédé, et même une partie, au besoin, euh, de l'alcool condensé, certains arômes également qu'on peut chercher et introduire dans le produit fini. OK. Puis l'alcool qui reste même, on peut faire d'autres choses avec. On peut l'utiliser pour faire des seltzers, par exemple, ou des d'autres prêts à boire, ce qui peut vraiment être une option très intéressante. Mhm. L'autre technologie qu'on va voir dans ce même style-là, c'est qu'on va passer la bière dans une centrifugeuse, encore une fois sous vide, dans le même but, encore une fois, euh, on va retirer l'alcool sous vide, OK. garder notre produit, réinjecter les arômes. Puis on peut avoir des produits très, très intéressants, même qu'en théorie, on pourrait avoir un produit qui aurait 0% d'alcool. En théorie, on s'entend, là, on peut avoir, disons, 0,05, mais le zéro absolu, alors en prendre et à laisser. Fait que Ouais, c'est ouais. sûr que ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait des produits qui ont vraiment une qualité organoleptique super intéressante. Par contre, il y a un coût en capital qui est très élevé, on ne se le cachera pas. Ouais. Puis, il y a aussi un retrait du CO2. Mhm. Donc, ce CO2-là, il faut qu'on le réinjecte dans le produit fini, alors qu'en fabrication de bière, ben, on a déjà une partie de CO2 dissous dans le produit généralement. Ça en prend moins pour avoir une carbonation que de l'allure. Mhm. Fait que ça, c'est les méthodes thermiques. Tu as les autres méthodes, on va séparer avec une membrane. Donc, on va un peu comme une filtration. Donc, le procédé le plus populaire, c'est l'osmose inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, faire une bière à taux d'alcool standard ou un petit peu plus faible aussi, c'est possible. On va la passer dans une membrane semi-perméable à très haute pression. Puis dans cette membrane-là, la seule chose qui va pouvoir passer, ça va être l'alcool et de l'eau. OK. Puis tout le reste qui va être retenu par cette membrane-là, euh, ça va ça va être tout ce qui est les molécules vont donner de la saveur, couleur aussi, les micro-organismes également, on va les concentrer. Donc, on va avoir vraiment un concentré de bière, mais qui va contenir moins d'alcool. Puis, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ben, il suffit juste de rediluer cette bière-là pour avoir la densité finale désirée, pour avoir un produit qui est plus intéressant au goût. OK. Donc, ça, Puis encore une fois, par ce procédé-là, l'alcool qui va être récupéré, on peut l'utiliser à d'autres fins par la suite. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir également souvent, là, un petit peu comme dans les méthodes de séparation thermique. Donc, un procédé typique qu'on fait de l'osmose inverse, c'est trois étapes. On va pré-concentrer, qu'on va dire. Donc, on va vraiment juste passer la bière. Souvent, c'est un phénomène, un procédé qu'on va faire en batch. Donc, on va OK. continuellement concentrer notre bière, retirer l'alcool. Après ça, on va rediluer notre bière concentrée de l'eau. On peut la repasser plusieurs fois, comme ça, jusqu'à ce qu'on ait un taux d'alcool qui est acceptable. Puis, on peut enfin aussi faire une dilution finale là, pour avoir le produit fini. OK. Donc, c'est important aussi. Il faut faire, je ne sais pas, je l'ai mentionné, ça prend de l'eau désoxygénée. Donc, Ouais. c'est sûr que ça, c'est un coût à considérer, autant que le coût de l'osmose inverse, mais ça prend un certain investissement. Mhm. Mais par contre, l'avantage, ben, comme les autres méthodes, comme les méthodes thermiques, ben, on va très peu dégrader le produit fini parce que c'est un procédé qui va se faire à pas très haute température. On va perdre moins d'esters, d'autres composés volatiles. Euh, ça, c'est intéressant. Puis aussi, ça s'en vient plus abordable auprès des microbrasseries. Personnellement, j'en Ah connais ouais? quelques-unes au Québec qui utilisent cette technologie-là, puis sont capables de faire des produits intéressants pour les avoir essayés. Là, j'ai pas demandé le hockey avant de le dire avant, fait que je ne dirai pas c'est qui, mais je peux vous dire qu'il y en a sur le marché qui vont Ouais. faire des bières au Québec par osmose inverse. Quand même, c'est très, très, très intéressant. Ouais, j'en connais moi aussi. Fait fait que de toutes ces méthodes-là, je dirais les méthodes de séparation, la seule chose qu'on remarque en général, ça va faire des produits un petit peu plus minces. Certains vont dire qu'il y a une certaine acidité aussi dedans. Des fois, un petit côté lactique. Mhm. Mais du moins, comment je pourrais dire, il y a manière de rectifier ça pour avoir un produit intéressant.
Fait que ça, OK. c'est vraiment la grande portion, là, une des grandes méthodes de fabrication. OK. Fait que pour les méthodes vraiment dites biologiques, dans le fond, comme j'ai dit, là, ça va se résumer. On va faire une fermentation limitée seulement. On va faire une fermentation de manière à avoir seulement un très faible pourcentage d'alcool dans le produit fini, mais quand même un minimum de fermentation, ça va être important pour réduire certains composés qu'on va retrouver dans le mou qui sont indésirables. On veut un minimum de fermentation pour avoir un minimum de composés qu'on va retrouver dans une bière typique. Donc, une méthode simple, c'est la méthode vraiment de la fermentation arrêtée. Donc, on va faire une fermentation très courte, à une température qui va être généralement plus froide que celle recommandée pour la souche, de manière à avoir une atténuation apparente là, qui va frôler environ le 5 à 10. Puis lorsqu'on se trouve dans ces eaux-là, on va avoir un produit d'environ 0,5 d'alcool. Puis, aussi, pour faire ça, on va commencer par faire un mou peu fermentescible. Puis tant qu'à y être aussi, la fabrication d'un mou peu fermentescible, ça va s'appliquer aux autres procédés que je vais nommer par la suite, là. Toutes les méthodes biologiques, on va vouloir faire un empâtage du mou sous des conditions différentes que celles typiquement utilisées par les brasseurs. On va aller dans des températures où on va sortir des conditions optimales pour la bêta-amylase pour seulement favoriser l'alpha-amylase. Comme ça, on va fabriquer le moins de sucre fermentescible possible, mais on va quand même avoir une dégradation de l'amidon qui va être importante. Sinon, on va OK. avoir des problèmes de qualité du produit fini. Puis, il y a eu plusieurs études à ce niveau-là pour établir c'est quoi le meilleur régime d'empâtage, qu'est-ce qu'on recommande. Les recommandations vont se situer entre 72 76 degrés en général. Par exemple, nos labos, on va recommander en 72, 74 degrés pendant environ 30 minutes, fait qu'un empâtage quand même plus court. Puis, on va aussi ajuster un petit peu le pH de manière, encore une fois, à se situer dans un pH plus optimal pour l'alpha-amylase et sortir du pH optimal de la bêta-amylase. Donc, on va dire environ aux alentours de 5,1, 5,2. Donc, en faisant ça, on va avoir une dégradation de l'amidon, on va avoir beaucoup de dextrine de haut poids moléculaire, quand même un petit peu de maltotriose aussi, mais on va avoir très, très peu de maltose et de glucose. Donc, comme ça, lorsqu'on va faire une fermentation par la suite, on va limiter la quantité d'alcool qui va pouvoir être produit. Fait que ça, c'est vraiment les recommandations générales pour fabriquer un mou peu fermentescible. Il y a quand même des données qui vont dire que tu peux aller au-dessus même jusqu'à 86 degrés OK. pour avoir un mou peu fermentescible. Par contre, là, il va y avoir d'autres problèmes qui vont manifester, entre autres. On va extraire des tanins de Ouais. notre grain, ce qui n'est pas quelque chose qui est nécessairement intéressant pour le produit. Mm. Donc, on va faire un mou peu fermentescible. On fait une fermentation courte pour la méthode de la fermentation arrêtée. Puis, ensuite, on va arrêter la fermentation. Généralement, on va faire une mise au froid. C'est la meilleure méthode assez efficace pour arrêter la fermentation. On va vouloir diminuer la concentration cellulaire de notre produit fini sous 100 000 cellules par ml, soit par centrifugation, soit par filtration. Ça peut être aussi un traitement thermique comme une pasteurisation ou une combinaison de ces procédés-là. Puis on va faire ensuite une maturation à froid, environ 0 degré, durant au moins une dizaine de jours. Donc, ça va permettre de faire, entre autres, une inactivation du peu de levure qui va être restant. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop froid lorsqu'on fait ça, parce qu'il faut se rappeler qu'on a un produit qui a très peu d'alcool. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut Donc, geler. exactement, exactement. Ouais. Donc, ça, c'est à considérer. Là, notre point de congélation, il est pas mal plus près de 0 degré que dans des bières, certaines bières qu'on peut aller jusqu'à -2 sans problème. Mhm. Ça, c'est une autre méthode possible. Sinon, ce qui est de rendre de plus en plus en émergence dans les méthodes biologiques, là, c'est les levures, je dirais, maltose négatives, les levures non conventionnelles. Donc, c'est des levures qui sont incapables de fermenter les sucres généralement considérés de 2 unités de glucose et plus. Donc, tout ce qui est maltose, maltotriose, dextrine, c'est des levures qui sont généralement capables de fermenter seulement le glucose, le fructose. Certaines vont être capables de fermenter le sucrose selon les souches, même on en retrouve une petite quantité dans le mou de toute façon. Le sucrose, ce n'est pas le sucre majoritairement présent. Puis il y a énormément de souches disponibles auprès des brasseries sur le marché. Je pense par exemple à les Saccharomycodes Ludwigi,
qui ont un profil relativement neutre en général. C'est des levures quand même utilisées depuis un certain temps. Il y a des Pichia Cluveri qui viennent de l'industrie laitière. C'est certains fournisseurs un peu moins connus vont offrir cette souche-là. Antonia Spora ovarum aussi, qui est en émergence. C'est une souche qu'on possède entre autres au labo. La nôtre, on l'a isolée justement d'eau d'érable. OK. Donc, en plus, c'est une souche du Québec. Mais il y a d'autres de l'industrie qui ont des Antonia Spora ovarum. Il y a des Torula Spora aussi. Il y a aussi il y a une Saccharum 16 cerevisier variante Chevalieri de la part de Fermentis. Il y a des souches hybrides, je pense à la nouvelle Lona de l'allemand. Donc, il y a un paquet de souches non conventionnelles sur le marché qui peuvent être intéressantes à utiliser, qui ont certains profils organoleptiques différents. Hmm. Donc, dépendamment des styles visés, comme par exemple, ben, nous, notre souche Antonospora ovarum va avoir un profil très agrumé, va compter un petit côté vanillé, poiré. Ben, c'est sûr qu'on peut penser à faire des IPA, par exemple, ou des bières sûres. Donc, on va, encore une fois, avec cette méthode-là, fabriquer un mou peu fermentescible qu'on va ensemencer avec ces levures non conventionnelles-là. On va vouloir quand même, on va leur laisser quelques jours de fermentation pour d'abord s'assurer, ben, observer d'abord c'est quoi le niveau d'atténuation, s'assurer qu'on demeure sous le 0,5 pour laisser à la levure le temps d'exprimer tout son potentiel aromatique. Puis aussi pour valider si on n'a pas d'autres micro-organismes qu'on ne voulait pas avoir, comme des levures de brasserie. Ça, c'est de loin le pire ennemi dans la fabrication des produits sans alcool. Puis, après ça, on va faire une maturation à froid de durée variable selon vraiment ce que les brasseries vont vouloir rechercher, selon leur procédure en place, selon ce qu'ils désirent. Ensuite, on va procéder à une stabilisation du produit. Ça peut être soit avant de conditionner le produit ou en même temps de le conditionner. Fait que généralement, ce qu'on va recommander, ça va être soit une pasteurisation ou une méthode de stabilisation avec des agents de conservation. Puis le tour est joué. Donc, ça, c'est une autre méthode très populaire. Je voulais quand même en glisser quelques autres, deux intéressantes que j'ai vues, moins utilisées quand même, je prends le temps d'en mentionner. Il y en a une qui s'appelle le contact à froid. Donc, on va faire encore une fois un mou peu fermentescible, puis on fait une fermentation à très basse température avec une levure de brasserie. Donc, ça peut aller jusqu'à 4 degrés avec certaines souches. OK. Puis, dans le fond, le but qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher la levure de fermenter les sucres disponibles, mais elle va quand même demeurer suffisamment active pour réduire certains composés indésirables qui vont donner des goûts de mou non fermentés. Donc, pas de fermentation, mais on voit de l'activité de la levure. Donc, puis on va aussi faire, quand on va faire ça, généralement, on va le faire par recirculation. Donc, on va recirculer la bière sans alcool pour favoriser le contact de la levure avec tous les nutriments puis les autres, les composés du mou qu'elle a à réduire. Puis encore une fois, comme pour la méthode de fermentation arrêtée, on va vouloir retirer une partie levure pour en avoir le moins possible, généralement moins de 100 000 cellules par ml. Puis une maturation à froid et ensuite on va passer au conditionnement qui est une stabilisation du produit. Fait que ça, c'est une méthode. Je ne connais pas personnellement de brasseries qui le font, mais c'est une méthode qu'on mentionne souvent dans la littérature. Puis une autre dernière, vraiment intéressante. J'aimerais ça l'essayer personnellement. Je connais encore pas de personnes qui l'ont essayé à grande échelle. On appelle ça soit l'empâtage à froid ou le cold mashing. Il y en a qui vont appeler ça la méthode Bryce parce que c'est un article que le malteur Bryce présente sur son site web vraiment intéressant. C'est de faire un empâtage à basse température avec de l'eau froide. OK. Et lorsqu'on va faire ça, on va être capable d'extraire seulement tous les composés qui vont apporter de la couleur au produit, des saveurs. Certains composés aussi qui vont être enzymatiques sont issus du maltage. Puis on va vraiment extraire très peu de sucre fermentescible. Donc, on va généralement faire ça, on va faire un empâtage avec un ratio au grain quand même très élevé, environ plus de 4 litres par kilo de grain. Ça Quand peut même, être OK. Ça peut être passif, donc durant au moins 8 heures sans agitation, en maintenant une température très froide. Par exemple, pas toujours réalisable dans les brasseries. On n'a pas des bâches-tonnes avec des jackets au glycol, disons. Ouais, c'est ça. Fait que, ce qu'ils recommandent, sinon, ça peut être avec agitation, un empâtage à froid
avec l'agitation durant 1 heure serait suffisant. Certains aussi vont le faire en faisant une recirculation. Ils vont empâter dans la cuve filtre en faisant le vorlof, en faisant la recirculation. Donc, OK. c'est une autre possibilité. On va maximiser le contact de l'eau avec les composés du grain à extraire. On va séparer la drèche du mou. Puis après ça, lorsqu'on va avoir seulement le mou, on va faire un empâtage de mou peu fermentescible. OK. On va amener ça à l'ébullition, puis le reste du procédé va suivre comme d'habitude. On va racheter une levure, faire une fermentation. Et comme ça, on est capable d'avoir une quantité très faible de sucre fermentescible. Donc, généralement, avec un mou de densité standard, environ 12,5 plateaux, on est capable d'avoir une bière seulement de 1 à 1,5 d'alcool. OK. Donc, si on fait un mou de plus faible densité, bon, on est capable d'avoir des bières sous 0,5 d'alcool. Mhm. Puis, ça va vraiment donner des produits très peu sucrés qui vont avoir quand même un profil plaisant. C'est sûr c'est des produits qui ont une sensation de sécheresse un peu plus présente selon la C'est ça. littérature. T'as pas de corps vraiment là, dans ce liquide-là. Là. Ouais. Donc, plus ou moins. Puis aussi, il faut mettre moins d'IBU dans ces genres de recettes-là parce que justement, on a déjà une sensation de sécheresse qu'on va percevoir. Donc, trop d'IBU, on va vraiment déséquilibrer le produit. Mhm. Certains vont dire des fois qu'il y a un petit côté grainy, je dirais, un certain côté Mhm. céréalier quand même présent, mais ça peut être une méthode prometteuse, je dirais. OK. Fait que, je dirais, ça fait le tour des méthodes biologiques. Mhm. Les inconvénients qu'il faut voir ces méthodes-là, ben, c'est toujours ça prend suffisamment euh, de sucre dans la formulation d'une densité, ça prend une densité originale suffisamment élevée pour avoir une sensation de rondeur dans le produit. Mhm. Mais il ne faut pas non plus avoir une densité trop élevée. Sinon, on va avoir vraiment une sensation on va avoir un goût de mou non fermenté trop présent ou un goût de mou vraiment présent. C'est le gros défi dans cette méthode-là. Nous, ce qu'on va généralement recommander, c'est de viser entre 2 et 8 plateaux, dépendamment OK. les styles. Personnellement, je dirais entre 3 et 5 pour commencer. C'est là qu'on trouve un meilleur compromis là, dans le développement d'une formulation, mais dans les trucs on y abordera plus tard pour d'autres trucs de formulation. Fait que c'est vraiment, il y a un paquet de méthodes qu'on va avoir des bières plus minces, un petit peu plus aqueuses, un peu plus acidulées aussi. Toutes les méthodes de séparation physique de l'alcool. Puis les méthodes biologiques, on va avoir un côté un peu plus de mou, un côté un peu plus sucré présent. Mais il y a manière, avec un bon développement de formulation, en faisant quand même bien des essais, en corrigeant le produit avec ça peut être des acides organiques, ça peut être des arômes, ça peut être des fruits, ça peut être des extraits de houblon. Il y a une manière quand même qu'on fasse des produits acceptables, soit avec une des deux méthodes ou en combinant les deux. OK. Pour en revenir juste rapidement là, sur les levures que tu parlais qui vont fermenter juste les sucres simples, juste pour clarifier un peu ça, même avec ces levures-là qui sont supposées fermenter simplement juste les sucres simples, tu n'as pas le choix quand même d'avoir un arrêt de fermentation après, tu sais, genre pasteurisation ou quelque chose de même. Parce que j'ai entendu des brasseries, tu sais, que bon, tu sais, on va mettre ce style de levure-là, puis elle va comme atteindre un palier, puis à un moment donné, elle va continuer quand même à fermenter par après, tu sais. Ça se Oui, peut. ben, Ouais. nous, on le recommande tout à fait. Ça commence à fermenter, généralement, c'est pas à cause de la levure même. C'est OK. généralement parce qu'il y a d'autres genres et espèces que tu voulais pas avoir dans ta bière, entre autres les levures de brasserie. C'est généralement ça le problème, c'est peut avoir une contamination très faible en levure, dû à un point mort de nettoyage, entre autres. Ça peut être ça ou ça peut être en utilisant Souvent, on va retrouver des points morts dans tout ce qui est les matériaux souples, les gasquettes, les joints de valve. Si Mhm. c'est mal nettoyé, ben, ils vont se développer tranquillement, pas vite, avec l'abondance de nutriments présents disponibles pour eux autres qui peuvent fermenter. Fait que le bas sans alcool vont faire leur job. Puis, au bout de quelques jours, on va avoir une baisse de densité qui va recommencer. Puis, une Mhm. apparition d'alcool, là, c'est généralement déjà des contaminations croisées.
Puis c'est pour ça qu'on recommande fortement de stabiliser le produit fini, même que je vous dirais personnellement, envisager. Moi, je ne recommande pas de faire des produits sans alcool sans stabiliser le produit parce que Ouais. ça, on court un risque sur les tablettes, entre autres. Aussi, on court un risque pour la sécurité des consommateurs. Ça, c'est aussi, il faut y penser. Là. Mm. Un produit sans alcool, ben, vous enlevez l'alcool qui est une barrière antimicrobienne qui est très importante. Euh, Parce qu'il faut savoir que les agents antimicrobiens, ils ont un certain effet barrière, puis ils ont un effet aussi qui vont s'amplifier entre eux autres. Donc, dans une bière typique, on a un produit fini, il y a peu de nutriments disponibles, on a des conditions acides, on a la présence d'alcool, il peut y avoir certains agents antimicrobiens de plus, comme ben, avec les IBU, avec certains acides, orga- certains acides du houblon. Fait que tout ça ensemble, ça fait des effets barrières pour empêcher la prolifération des pathogènes ou d'autres contaminants. Mais en sans alcool, vous allez avoir des nutriments présents, dépendamment de la méthode, surtout les méthodes biologiques. Il n'y a pas d'alcool. On recommande fortement d'ajouter l'acidité au moins pour avoir cette barrière présente-là. Il y a des nutriments. Donc, on a moins de barrières contre les autres micro-organismes indésirables. Là. Fait une autre raison pourquoi, oui, on recommande fortement de stabiliser le produit. Je pourrais vous donner des recommandations plus précises à ce niveau-là. Là, on l'abordera plus tard, mais Mm. c'est un très bon point, Gab. Là. Je pourrais le dire 20 fois durant la présentation, puis je trouve que c'est pas assez. Mm. Euh, Pensez-y pour la sécurité des consommateurs, pour vous assurer aussi que vous demeurez sous 0,5%. Puis également, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, plus il y a de mauvais produits ou de produits tablettes problématiques, mais plus il y a de chances que la réglementation soit resserrée, les contrôles soient resserrés. Donc, c'est dans l'intérêt de tous les brasseries de s'assurer qu'ils ont des produits stables sur les Mm. tablettes. Comme ça, on va tous être gagnants ainsi. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous autres, là, parce que il y a plusieurs places qui vont faire de la pasteurisation, entre autres en tunnel, là. Tu sais, que ça coûte, mettons, 15 cents la canne, puis t'envoies ta batch, puis ils te pasteurisent tout ça. Fait que, tu sais, on a les options, fait qu'aussi bien les utiliser, là, pour s'assurer que tout soit stable, là. Tout à Mm. fait. Les gens ils pensent souvent ben là, un tunnel de pasteurisation. Ben, ceux qui ont vu des tunnels dans des grandes brasseries, ça fait quasiment des fois la longueur des bâtiments au complet. Ouais. C'est des monstres. Là. J'ai Ouais. personnellement vu lui chez Siemens, puis Ouais. c'est la largeur du building au complet, C'est littéralement. Là. immense. Ouais, Ben, il en existe des beaucoup plus petits que ça maintenant. Là. Je ne me ouais. trompe pas, il y avait un fournisseur l'année passée qui en offrait un pour les microbrasseries qui avait un très petit débit, mais ça fonctionnait. Comme tu l'as Mm. dit, sinon, il existe des entreprises qui offrent le service au Québec. Je ne me trompe pas, il y a une entreprise qui fait des boissons de café, je me trompe. Ouais. Je- Ouais, à c'est elle, là, ouais. Saint-Hyacinthe. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'est que je me rappelais, il y avait une Je business qui me offre ce souviens pas du service-là. nom, là, mais ouais, 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 ouais. Il y a des services externes également. Il y a aussi d'autres méthodes de pasteurisation euh, avant le conditionnement, c'est sûr, Mhm. comme la pasteurisation flash, la pasteurisation en ligne. C'est des méthodes plus abordables. Par contre, je vous dirais, c'est pas aussi efficace que la pasteurisation dans le contenant comme un tunnel. Ça peut Mhm. être une option envisageable, mais c'est sûr que moi, je vous recommanderais la pasteurisation en tunnel. C'est la méthode ultime avant tout. Là. Les autres méthodes plus abordables, c'est les agents de conservation. Mhm. Par contre, il faut faire attention, les agents de conservation, ça ne fait que inhiber l'activité des micro-organismes. On ne va pas les détruire par l'effet de la OK. chaleur. Donc, ce n'est pas parfait non plus. Puis, c'est important de respecter la réglementation vis-à-vis de ça. Il faut voir c'est quel agent on peut utiliser. Mhm. Les deux les plus utilisés, ça va être tout ce qui est les benzoates, benzoate de sodium, benzoate de potassium, ça c'est une possibilité. Il y a tout ce qui est les sulfites aussi, qui est un autre moyen. Par contre, il faut s'assurer de respecter les dosages. Puis, il faut faire attention, les dosages de la réglementation, c'est le dosage maximal autorisé. Ne visez jamais ça, parce que c'est vraiment trop fort. Ça va goûter, ça ne sera pas bon, les consommateurs n'aimeront pas ça. Euh, OK. il faut faire des essais, malheureusement. Mhm. En fonction même de votre charge microbienne, ça se peut qu'une brasserie X va avoir besoin, disons, de 10 grammes lectolitres de méthabilsulfite. Ça se peut qu'une autre a besoin de 20 grammes par litre pour une formulation différente. Fait qu'il n'y a pas de recette magique. Vous Mhm. devez faire vos essais pour vous assurer que le produit est stable par les méthodes d'agent de conservation. Fait que c'est une méthode plus abordable, c'est intéressant pour ça, mais il faut vraiment faire des essais.
vous direz, Ouais. là, lancez-vous pas à l'aveugle dans ces méthodes-là. Il y a des brasseries qui le font, qui ont des très, très bons résultats aussi avec ça. Puis enfin, il faut penser que il y a la perception du consommateur aussi. Certains Mm. consommateurs sont sensibles face au sulfite. Des fois, certains sont sensibles même vis-à-vis les agents de conservation qui sont pour le clean labeling. Mm. Donc, ça aussi, c'est à réfléchir également dans votre décision de comment je stabilise mon produit. Mm. Puis enfin, j'avais oublié l'autre méthode possible de stabiliser. Il y a la filtration stérile, toujours Mm. une autre option possible. Mais filtration stérile, c'est ça, on va retirer quand même d'autres composés aussi avec les micro-organismes. Fait que c'est pas convenable à tous les styles, malheureusement. Là. Mais ça peut être envisageable, disons, vous faites une blonde sans alcool, ben la filtration stérile serait tout à fait réaliste à faire. Là. OK. OK. Est-ce que tu dirais qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre ou ils vont tous se valoir? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de méthode meilleure que d'autres. On l'a vu, ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Ils sont pas tous parfaits. Certaines, c'est sûr que les méthodes des alcoolisations, l'avantage que je dirais, c'est on va avoir une bière qu'on va ensuite retirer l'alcool, fait qu'il y a quand même certains composés qu'on va retrouver en moins grande quantité que dans les méthodes biologiques. Entre autres, tous les composés du mou qu'on associe au goût de mou non fermenté, c'est plusieurs aldéhydes, différents types d'aldéhydes qu'on retrouve dans les produits finis. Là, je dirais les trois plus populaires, c'est le 2MB, 3MB, puis le méthanal, je ne me trompe pas. Bien, ceux-là, on va les retrouver en moins grande quantité dans les méthodes issues des méthodes physiques, je vous dirais, là, OK. que dans les méthodes biologiques. Mais par contre, il y a quand même des manières de limiter leur manifestation dans les méthodes biologiques. Moi, je vous dirais, ce qu'on voit le plus souvent c'est un des bons produits, c'est une combinaison des deux. Là. Comme je vous disais, comme exemple, j'avais la brasserie Sam Adams. Ben, ils vont faire une fermentation limitée avec une souche de Saccharomycodes ludwigi. Puis ensuite, ils vont faire une désalcoolisation par distillation sous vide, par rectification. Là. OK. Eux, c'est ce qu'ils ont trouvé pour avoir un produit intéressant. Mm. Euh, Même moi, je vous dirais, je connais des brasseries, il y a des brasseries, plusieurs brasseries qui vont faire des bières sans alcool seulement avec les méthodes biologiques qui ont des produits très intéressants. Là. Mm. Je dirais, c'est pas le choix du procédé en soi qui est important, c'est aussi comment tu vas faire ta formulation, quels ingrédients tu vas rajouter pour réajouter le goût du produit. Ça aussi, c'est pas à négliger. Là. Parce qu'il faut voir que quand on fait de la bière sans alcool, il ne faut pas avoir notre chapeau de brasseur habituel. Il faut, euh, il faut vraiment se voir comme une entreprise de l'agroalimentaire en général quand il développe un nouveau produit. Un grand joueur, ou même un petit ou moyen joueur de l'industrie agroalimentaire, quand ça lance un nouveau produit, ça ne fait pas une recette comme ça va faire une batch, puis ça sort ça d'un coup. Ça fait beaucoup de développement de produits, ça va faire des essais, ça va les corriger, ça va essayer d'ajouter des ingrédients pour avoir un produit intéressant. Il y a beaucoup d'R&D derrière tous les produits que vous retrouvez sur les tablettes d'épicerie. Il faut avoir ce même mindset-là quand on fait une bière sans alcool. Dans la bière en général, avec l'expérience de la plupart des brasseries, de la plupart des brasseurs, ben, faire une recette sur papier, on se lance à l'aveugle sur notre kit à grande échelle. On est capable de quand même bien s'en tirer dans la plupart des produits. Ouais. Euh, je ne cacherai pas, ben, dans mon background de brasseur, on l'a fait à plusieurs reprises au pit, puis on s'en est quand même toujours, ou très souvent, très bien sorti. Ouais. Ben, en sans alcool, moi, je vous recommande vraiment pas d'avoir ce mindset-là d'être cowboy. Là. Il faut développer votre produit à petite Mm. échelle avant. Il faut faire des essais. Ça peut prendre plusieurs essais, une tentative avant d'avoir un produit intéressant. Juste pour donner une idée, la brasserie Sam Adams, ils l'ont dit, c'était plus d'une centaine d'essais qu'ils ont fait avant d'arriver avec un produit fini. Quand même. Ouais. OK. Puis, je vous dirais même que la patience paye. Ouais. Leur produit est très bien positionné sur les tablettes aux États-Unis. Ben, si vous prenez votre temps pour faire une sans-alcool, lorsqu'elle va sortir, elle peut se faire un nom puis elle peut prendre sa place auprès des consommateurs. Là. Fait que Mm. je dirais prendre son temps puis avoir une approche méticuleuse pour faire développer un produit sans alcool, c'est ce qui peut différencier les excellentes des bonnes bières sans alcool. Ouais. Très bien dit.
Côté brasserie, côté procédure dans la brasserie, est-ce qu'on doit traiter la bière sans alcool comme la bière normale ou plus ou moins? Y a-t-il quelque chose qui va différencier les deux? Ben oui, vraiment, on l'a abordé un petit peu précédemment, là. C'est le fait que on fait pas, ben, on fait un produit qui est vraiment plus à risque sur les Mhm. tablettes. Comme on a dit, là, on a beaucoup moins de barrières contre l'innocuité. On a moins de barrières pour acheter l'innocuité d'un produit sans alcool, contrairement à la bière avec alcool. Puis aussi, même d'un point de vue réglementaire aussi, c'est plus de la bière qu'on fait. On Mhm. fait une boisson, on fait un aliment. Donc, c'est comme je disais, là, il faut enlever ses lunettes de brasseur, puis il faut porter des lunettes de fabricant de l'industrie agroalimentaire parce que c'est des produits qui sont plus susceptibles aux contaminations par l'absence d'alcool comme barrière antimicrobienne. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce qu'il faut même dire que il y a des études qui sont démontrées, là, euh, les agents pathogènes vont être capables de survivre dans des bières à moins de 0,5, mais même jusqu'à 3,5 d'alcool, on peut OK. retrouver des agents pathogènes. Ils ne vont pas nécessairement se proliférer, mais ils vont survivre. Donc, il n'y a eu personne, il n'y a eu aucun décès lié à des contaminations de bière sans alcool ou de bière par des agents pathogènes. Bon, on aimerait ça que ça reste comme ça, cette statistique-là. J'aimerais ça ne pas être le premier à avoir ouais, changé cette statistique-là. Il en Fait suffit juste d'un, tu sais. Il suffit juste d'une mort, puis on va tout, ça se passe mal. Ouais, exactement, on va tous y goûter. ouais. Puis, puis justement, c'est que c'est des produits qui sont très fragiles. Donc, le très peu de contamination, ces produits sont très susceptibles de contamination des levures de brasserie. Dans nos bières en général, c'est pas mal plus permissif côté hygiène et salubrité. En sans alcool, c'est vraiment pas le cas. Non seulement c'est ça, contamination levure de brasserie, agents pathogènes, comme je dis, quand on développe ces produits-là, il ne faut vraiment pas avoir la même approche. Puis Mm. aussi, c'est des produits qui sont vraiment moins permissifs. Il suffit juste qu'on a une bonne recette, disons, pour faire notre sans-alcool. On a un régime d'empâtage qu'on sait que ça fonctionne bien. Il suffit juste qu'on se trompe, disons, on fait une hydratation du grain au début du mash, puis on est un petit peu trop froid, quelques degrés trop froid, puis c'est ça, ça peut juste être suffisant, le temps qu'on remonte en température, dépendamment de ce que vous avez comme équipement, ben Mm. ça se peut qu'il y ait assez de sucre fermentescible pour que vous dépassiez les 0,5. Ouais. Ça, c'est- donc, ça, c'est vraiment, il faut vraiment, vraiment faire attention. Mm. Donc, c'est important quand on fait des bières sans alcool, il faut déterminer des spécifications qu'on vise, des densités originales, des quantités de matières premières qui sont précises, des régimes d'empâtage contrôlés avec des données pour le prouver. Ça, c'est une partie du process, mais il y a aussi tout ce qui est hygiène et salubrité. Il faut être extrêmement propre. Extrêmement propre. Même, je dirais, il faut renforcer les mesures d'hygiène et salubrité qu'on fait sans alcool, puis renforcer les contrôles aussi. Par exemple, on va recommander davantage tout ce qui est les méthodes d'assainissement thermique au lieu d'assainissement chimique, à l'acide peracétique, par exemple. Mais parce que l'assainissement thermique va pénétrer en profondeur dans les matériaux. Surtout ceux à risque, comme justement les matériaux poreux, les gasquettes, les joints d'étanchéité, les joints de valve, les autres composantes comme ça, ben ça, c'est plus susceptible à avoir des contaminants qui vont se loger dedans. Fait assainissement thermique, c'est plus intéressant. Il faut avoir des contrôles de plus, comme je disais, là, tout ce qui est contrôle microbiologique. Il ne faut pas avoir peur aussi d'envoyer des échantillons en laboratoire si vous avez des doutes. Ça peut être pour faire le dosage d'alcool, mais aussi pour le dosage des contaminants. N'hésitez pas à faire ça non plus là, pour vous assurer que votre produit est correct. Fait que, OK. c'est une très bonne question, je dirais définitivement. Il faut pas que vous voyez les bières sans alcool comme faire de la bière. Dans le sens, certaines bières sans alcool vont avoir le terme bière sans alcool, ou boisson sans alcool, dépendamment de ce que vous allez mettre dedans. Mais avant tout, il faut vous dire que vous faites un aliment. Vous ne faites pas de la bière. Ouais. Côté ingrédients, tu sais, on en a parlé un peu tantôt, là, dans le fond, de faire des mous moins fermentescibles, etc.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des ingrédients qui sont à insérer ou à éviter dans ce genre de recette-là? Oui, tout à fait. Ben, d'abord, ça va dépendre selon les styles. Euh, Tu sais, par expérience, on en a quand même développé quelques-unes des sans alcool au labo. Puis je dirais que, dépendamment des styles, par exemple, les styles plus pâles, où vous pouvez faire des recettes tout à fait conventionnelles. C'est sûr qu'on va aller viser les densités originales plus faibles. Disons une blonde sans alcool, ben, vous pouvez seulement aller avec des ingrédients vraiment, ça peut être un malt pâle de base avec, disons, ça peut être, disons, des maltodextrine ou des flocons d'avoine pour chercher un peu plus de rondeur, c'est une possibilité. Donc ça, c'est pas un problème. Je dirais certains styles plus maltés, faites attention aux mâles de spécialité, abusez pas. OK. Abusez pas des mâles de spécialité parce que vous allez avoir une sensation de sucrosité qui va être plus perçue Hmm. surtout avec les méthodes biologiques. Donc, commencez pas à loader ça de mal de spécialité. En plus, justement, davantage de ces composés-là présents, vous allez avoir un produit qui n'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites bien, faites des essais, essayez pas en faites ça en masse. Là. Hmm. Fait que ça, c'est pour le choix des grains, des maltes. Comme je disais, les maltodextrines, c'est intéressant à ajuster dans les recettes. Pour aller chercher un petit peu de rondeur dans le produit fini, là, ça peut être 1,2, 1,3 plateau de maltodextrine. On voit une différence lorsque vous allez acheter ces produits-là. Ça peut être du carapulse aussi, envisagez-le également. Là, parce que le maltodextrine, ça se dose très, très bien avant l'ébullition, par exemple. Hmm. Fait que ça, c'est à considérer. Sinon, dans les autres ingrédients, tout ce qui est houblonnage à froid, faire attention. Faire attention parce que le phénomène de hop creep est aussi présent dans les bières sans alcool. Ouais. Donc, ça, c'est un risque de dépasser le 0,5 en partie à cause de ça. Donc, c'est sûr que moi, je vous dirais, je vous recommanderais aller vers des produits de houblon qui sont davantage transformés. Tous les produits plus avancés, là, ça peut être les pellets cryo, ça peut être les extraits, les huiles, les résines. Moi, je voudrais aller davantage vers ces produits-là qui ont moins de matière végétale dans laquelle on va retrouver les amylases qui vont être responsables du hop creep. Fait que ça, c'est sûr que considérez ça. Autre ingrédient, je dirais, intéressant à considérer, ben, c'est sûr que l'ajout d'acide organique, c'est vraiment important. L'ajout d'acide, OK. non seulement pour corriger le pH du produit, lorsqu'on fait des bières sans alcool, on veut avoir un pH en bas de 4,6 dans le produit fini pour éviter la prolifération des pathogènes. C'est pour ça. Donc, ajouter un acide organique, ça va avoir ce rôle-là en premier, mais aussi pour équilibrer le produit fini. Ça aussi, là, pour aller aider à masquer certains des composés présents. Donc, ça aussi, très important à considérer. Puis même, n'hésitez pas à explorer vers d'autres acides organiques. Il n'y a pas juste l'acide lactique ou le phosphorique typique qu'on utilise au brassage. Là, essayez autre chose. Ça peut être de l'acide citrique, ça peut être même de l'acide tartrique, du malique, des combinaisons de tout ça. N'hésitez pas à faire des essais également pour ça. Ça peut donner un petit peu plus de complexité à votre produit. Mais le dosage et l'acidité est très, très important ici. Puis OK. je vous dirais même, côté truc au brassage, doser votre acidité après les derniers ajouts de houblon. Pourquoi? Lorsqu'on fait un mou de bière sans alcool, généralement, on a une densité originale plus faible. On crée un mou qui a un pouvoir tampon plus faible aussi, c'est-à-dire qu'il va vraiment être plus susceptible de réagir à des fluctuations de pH. Donc, c'est possible que votre ébullition, vous la commencez, vous ajoutez l'acidité, est en bas de 4,6, tout est beau. Vous mettez un dernier dosage de houblon, ça peut être au whirlpool, ça peut être à la fin de l'ébullition. Puis juste à cause de ça, vous allez remonter au-dessus de 4,6. Fait que moi, je vous OK. dirais, là, ajouter l'acidité en dernière étape de tout ce qui est la fabrication du mou. Ça OK. aussi, c'est intéressant. Là, d'autres ingrédients à considérer, mais plus dans les bières aux fruits, par exemple, ben, certains vont utiliser des arômes. C'est sûr que ça peut être une option à envisager. Je vous dirais, ça dépend toujours la préférence des brasseries. Il y en a qui vont jurer coûte que jamais ça rentrera dans leur shop, c'est correct. C'est très respectable. D'autres vont en mettre, qui sont tout à fait corrects avec ça. Là. On en voit quand même quelques-unes de ces tablettes. Ben, les arômes peuvent aider dans ces produits-là aussi. Mais encore une fois, c'est à votre discrétion. Moi, je ne juge pas
comment vous faites votre sans-alcool, là, c'est à vous de décider si vous en mettez ou vous en mettez pas. Fait que c'est pas mal ça que je dirais dans les ingrédients, là. Puis aussi, c'est sûr également, ben, c'est pas un ingrédient, mais c'est plus le dosage des IBU. Pensez à ça aussi. Là, ça va vous aider à équilibrer votre produit fini. Donc, c'est important. Si par exemple, dans vos premiers essais, vous avez une bière que vous trouvez un peu trop sucrée, ben, considérez ça aussi et ajoutez vos IBU à la hausse. Et ou aussi acheter de l'acide organique. Je dirais débuter autour de 20 IBU, c'est un bon point de départ pour la plupart des styles. Puis vous corrigerez au besoin, là, mais je vous dirais comme un ballpark pour commencer à aller dans ces eaux-là, côté dosage des IBU. OK. Et enfin, oui, dernier petit truc, hey, dans la dernière, ça Ouais, aussi, tout ce qui est bière par les méthodes biologiques, augmenter la carbonatation de votre produit fini, ça va aider également à sentir moins cette sensation-là de mou peu fermenté. Fait OK. que ça aussi, là, n'hésitez pas à la craquer un petit peu plus, là, votre carbonation, si vous voyez qu'il manque encore un petit quelque chose à votre produit, même si vous avez ajouté l'acidité, ajouté les IBU, ben ça également, pensez à ça comme option disponible. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce que souvent, en pasteurisation, dans le tunnel de pasteurisation, là, on ne peut pas dépasser, mettons, 2,4, 2,5, si je me souviens bien, en CO2, parce que sinon, les cannes vont exploser. Ça peut être Oh, un facteur, ça, puis le remplissage des canettes, là, ça peut être un facteur qui va faire en sorte que les canettes vont se mettre à exploser, là. Ça fait comme du popcorn dans le tunnel de pasteurisation, là. Tu vois, Ouais. ça, c'est intéressant. Tu vois que les tunnels, c'est pas encore ma tasse de thé. J'ai pas travaillé avec ça dans mon background, mais c'est Ouais. très beau. Très bel ajout, ça, Gab. Ça. Est-ce que tu pourrais nous parler des points critiques dans le brassage d'une sans-alcool? On en a déjà effleuré plusieurs, là, mais c'est quoi les plus gros points critiques, mettons, là-dedans? Ben oui, effectivement, on a effleuré plusieurs, là, comme je vous disais. Salubrité. Salubrité Ouais. très, très, très important, là, de la fin d'ébullition jusqu'au conditionnement de votre produit fini. Mais vraiment, je vous dirais, c'est au niveau surtout des contrôles microbiologiques. Vraiment, je vous recommanderais fortement de faire des contrôles microbiologiques sur vos produits finis. Si vous n'en faites pas déjà, ben, il existe des services externes. N'hésitez pas à les utiliser parce que pour ce genre de produit-là, pour les risques que vous recourez, pour les risques de la réputation de votre brasserie, là, tu sais, aux alentours d'une centaine de dollars pour une analyse, pour un lot, ben, ça peut vous sauver une batch au complet votre réputation. Là. Fait que, moi, je vous Ouais. dirais ça, ça vaut définitivement la peine. Non seulement faire tout ce qui est niveau des contrôles microbiologiques, ben, tout ce qui est les cultures sur pétri, on va vouloir détecter nos contaminants microbiens habituels. Puis aussi les levures de brasserie sur certains milieux de culture adaptés pour ça. Puis également, penser aux analyses aussi, tout ce qui est biomoléculaire, les analyses PCR, ben ça aussi, moi, je vous recommanderais de les faire. Là. Puis si vous n'en avez pas, comme je vous dis, il existe des laboratoires, il existe des services externes où est-ce que vous pouvez avoir des résultats de la sorte dans des délais assez rapides. Puis tout ce qui est des contrôles physico-chimiques aussi, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode du calcul théorique du taux d'alcool, ça ne fonctionne pas ici. Ce n'est pas assez précis pour des produits sans alcool. C'est vraiment, on recommande d'utiliser des méthodes fiables qui sont reconnues pour doser des alcools à des dosages très, très faibles. Même les méthodes, disons, certaines brasseries ont des ébulliomètres à l'interne, ce n'est pas assez précis pour les bières sans alcool. Il faut aller vers des méthodes de chromatographie en phase gazeuse ou en chromato en, à haute pression liquide HPLC. Donc, il s'apprend des méthodes de la sorte. Donc, faites appel à des labos externes. Puis aussi, d'analyser le profil des sucres dans vos premiers essais, là, c'est important. Comme je vous disais, ça vous prend suffisamment de sucre. Ça prend pas trop de sucre pour vous situer sous le 0,5 d'alcool, mais il faut aussi avoir un minimum de sucre fermenté cible par nos levures non conventionnelles, surtout, même par les méthodes de fermentation arrêtée. Parce que si vous n'avez aucun sucre disponible, si vous faites un empâtage tellement haut ou tellement intense qu'il n'y a aucun glucose disponible, ben, vous n'allez avoir aucune activité non plus. Puis c'est pas la faute de la levure, c'est que vous ne lui avez pas donné les nutriments nécessaires qu'elle a besoin. Fait OK. que vous allez avoir d'autres problèmes par la suite. Là. Puis ça, je vous dirais, c'est pas systématique. Commencez pas à faire ça à chaque lot que vous faites. C'est sûr qu'au début, c'est mieux d'en faire plus que moins Mm. pour vos premiers lots, vos premiers essais. Puis éventuellement, lorsque vous allez avoir une recette qui est bien rodée,
qui sont toujours bien, il n'y a pas de paramètres qui changent dans un lot en question, ben, puis vous savez que vous avez des bons résultats, ben là, c'est plus nécessaire de l'envoyer. Mais ça peut être même aussi bête que, disons, vous avez un lot que vous avez l'impression que vous avez empâté un petit peu plus basse température que d'habitude, ou qu'il y a peut-être eu trop de graines en formulation dans cet original est plus élevé que d'habitude, ben là, je penserais à l'envoyer juste au cas où, avoir les analyses. Ou mettons, vous avez un doute sur la propreté de votre fermenteur ou d'un des équipements en question, vous remettant en cause ce que vous, un de vos collègues a fait. Mais encore une fois, faites appel à un service pour ça, mais c'est analyse microbiologique, analyse physico-chimique, soyez plus sévère là, dans les points critiques de brassage et fabrication des bières sans alcool. OK. Les bières là, sans alcool, on en a parlé un peu tantôt. Tu sais, en bas de 1%, si je me souviens bien, je pense que ça tombe plus sous l'autorité, si on veut, du MAPAC. Fait que ça tombe un peu comme dans une zone grise. Là, tu sais. C'est quoi est-ce que les bières sans alcool sont soumises à des contrôles particuliers par les microbrasseurs ou un coup qui sont sur le marché, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits dessus ou comme les bières, mettons, peuvent être checkées aléatoirement? Là? Ben, c'est une très bonne question. Là, il faut savoir l'approche des instances gouvernementales pour l'innocuité, la qualité des aliments et des boissons alcooliques. Ben, c'est vraiment une approche basée sur le niveau de risque. Dans le fond, le MAPAC, la CIA, ils vont intervenir dans des secteurs où ils jugent qu'ils sont plus à risque. Donc, évidemment, ils ont bien des ressources attitrées au domaine laitier, au domaine des produits laitiers, poissons puis de Mm. la mer. La bière là, sans alcool, c'est vraiment dans le bas de leur liste, là, avec OK. d'autres produits comme ça. Par contre, il n'y a rien qui empêche qu'ils peuvent faire des contrôles. OK. Donc, il y a toujours possibilité qu'ils en font et qu'ils en font plus fréquemment aussi. Donc, ils vont évaluer, ils vont intervenir en fonction des risques rapportés, des plaintes rapportées aussi par les consommateurs ou par justement les problèmes qu'ils constatent sur le marché. C'est pour ça que quand je parlais au début du balado, c'est important que tout le monde devrait stabiliser leurs produits, s'assurer qu'ils ont des produits dont l'innocuité est parfaite, parce que sinon, on va tous payer. Mm. Si on se met à être négligent, si on se met à faire des produits qui ne respectent pas la réglementation, ça va soulever un drapeau rouge pour les instances gouvernementales, puis il va y avoir plus de contrôle. Fait que OK. pour ça, je vous dirais, si on fait tout dans les règles de l'art, vraiment, il y aura pas plus de contrôle. Mais c'est pas impossible qu'il y en ait plus dans les prochaines années. Des fois, juste par le fait que c'est un site en émergence, ben, c'est possible aussi qu'il y ait plus de contrôle. Ouais. Puis enfin, ce qu'il faut savoir des contrôles possibles, la RACJ peuvent en faire, même si ce n'est pas un alcool. OK. C'est considéré comme une boisson alcoolisée. Mais la RACJ, si elle vient chez vous faire une inspection de routine, puis elle peut échantillonner vos produits sans alcool, puis les envoyer en analyse, puis voir s'ils dépassent la limite légale ou pas. Mm. Puis eux c'est sûr que ça serait moins au niveau de l'inocuité du produit, mais pareil, vous pourriez avoir des conséquences vis-à-vis ça. Là. Mm. Fait que c'est vraiment à considérer. Dans certaines réglementations, là, qu'il faut faire attention, je vous dirais aussi, moi, ce que je vois beaucoup comme problème sur les tablettes, je ne veux pas nommer personne, mais en tant que consommateur, quand je me promène dans les allées sans alcool puis je regarde les produits, il faut vraiment faire attention parce que c'est un aliment, entre autres, lorsque vous ramassez sous 0,5% d'alcool, vous devez avoir une étiquette nutritionnelle sur votre produit. OK. Vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Euh, Puis, il y a des règles aussi du jeu très claires vis-à-vis comment apposer, comment présenter l'étiquette nutritionnelle. Par exemple, de respecter le fond blanc, de respecter les choix de police, les tailles des caractères, la taille des marches. Et c'est très. On pense que c'est simple, l'étiquette nutritionnelle, mais il y a des règles très, très strictes à ça. Là. Donc, ça, c'est important d'en apposer une vis-à-vis de ça. Puis, n'hésitez pas d'aller chercher conseil de l'aide vis-à-vis préparer une étiquette nutritionnelle. Il y a beaucoup de ressources dans le marché agroalimentaire en général pour ça. OK. Puis je vous dirais même aussi, l'étiquette nutritionnelle, c'est quelque chose que les consommateurs vont regarder. Les bières Mm. sans alcool, il y a un certain aura santé vis-à-vis ça. Puis, certains vont vouloir aller vers des produits qui sont peut-être moins caloriques par rapport à d'autres. Fait Mm. que, une autre raison pourquoi vous avez intérêt aussi à mettre votre étiquette nutritionnelle,
c'est pas le premier critère que les consommateurs vont regarder, mais c'en est un qu'ils vont regarder parmi tant d'autres là, dans le choix de leurs produits. OK. C'est sûr qu'avant tout, je vous dirais, c'est le goût. Avant, le premier critère, c'est le goût. Dans un sondage à l'aveugle, qui est ben, anonyme, qui a été réalisé au congrès de l'industrie ontarienne il y a quelques semaines auquel on était présent. C'est un sondage anonyme de l'industrie. Puis il posait comme question, c'est quoi le facteur le plus important dans une bière sans alcool? 93% des répondants ont répondu le goût. Fait que oui, ça prend un produit sécure, évidemment, mais avant tout, il faut avoir un produit qui soit bon Ouais. pour qu'il se positionne bien sur le marché. Ouais, ouais. Est-ce que, ben, au regard de toutes les méthodes que tu nous as sorties, là, est-ce que toutes les microbrasseries peuvent espérer faire une bière sans alcool à faible coût? Ben, c'est sûr qu'il y a des méthodes, comme on a vu, qui sont plus abordables que d'autres. Là. Tout ce qui est les méthodes de biologique, fermentation arrêtée, fermentation limitée, ben, c'est plus abordable parce que vous avez moins besoin d'acquérir des équipements additionnels comme des équipements des membranes d'osmose inverse ou des évaporateurs sous vide. C'est Ouais. sûr que moi, je vous dirais, le coût est important. Ben, aller davantage vers ces méthodes-là. Puis aussi, il faut savoir, bière sans alcool, déjà, on a une densité originale plus faible. Donc, on va mettre moins de graines en formulation. Ça, c'est un plus dans votre cost. Également, c'est des produits pour lesquels on n'exige plus de taxes d'assises. Il n'y a plus de taxes d'assises aussi. Fait Hum, qu'une autre économie que vous allez faire c'est vrai. en faisant Ouais. ça. C'est ça, par contre, que vous avez quand même quelques investissements additionnels, je vous recommanderais. Juste le fait d'être plus rigoureux de votre salubrité, bien, ça se peut qu'il y ait un peu plus de coûts à ce niveau-là. Les analyses aussi, moi, que je vous recommande fortement, puis la stabilisation du produit, ça aussi, c'est à considérer. Mais comme tu disais, environ, je ne me trompe pas, c'est une quinzaine de cents la canette selon Hum, certains équipementiers qui offrent ce service-là. Ben, c'est un 15 cents qui vous donne une paix d'esprit. Là. ouais, Fait que, ouais, moi, je vous dirais, vraiment. c'est une belle police d'assurance. Hum, Donc, oui, c'est tout à fait possible. Puis la clé, c'est vraiment dans le développement de votre recette, dans le choix de vos ingrédients, dans leur dosage. Mais si le coût est important pour vous autres, allez vers les méthodes plus biologiques. Parce que c'est sûr que les méthodes physiques, ben, il y a un gros investissement capital au début. Mais avec des très, très grandes échelles de production, il faut avoir des coûts intéressants. Là. On le voit plus dans les marques, dans les marques sans. Je pense aux bières sans alcool, sans nom. Et quand on voit un coût de 8 la caisse de 12, là, c'est dangereusement abordable. Là. Mais là, c'est sûr qu'il faut ouais, considérer qu'eux autres, c'est des productions à des échelles ahurissantes. Là. ouais, Ahurissantes, qui leur permet d'aller chercher ce coût plus bas. Là. ouais, ouais. Une microbrasserie veut commencer à faire de la sans-alcool. Est-ce qu'ils devraient s'adresser à un consultant, d'après toi, dans leur processus, ou s'il y a moyen, tu sais, comme là, tu as donné quand même beaucoup d'informations dans ce podcast-là. Est-ce que tu penses que c'est faisable tout seul ou on devrait toujours s'adresser à un consultant? Ça va vraiment dépendre d'abord de votre niveau de confiance, vos niveaux de connaissance vis-à-vis ce genre de produit-là. Première chose, puis aussi, est-ce que vous avez le temps et les ressources pour le faire Ouais. également? Que des fois, ben, si vous n'avez pas le temps, ben, de sous-traiter, d'aller chercher un coup de main, ça peut, quand on dit le temps, c'est de l'argent, hein, ça peut valoir la peine. T'sais, moi, je vous dirais que nous, l'expérience nous a appris que de se lancer dans la fabrication de ce genre de produit-là, sans ligne directrice, c'est vraiment pas évident. Fait que moi, c'est sûr que je dirais ben, les manufacturiers, les fournisseurs de levure non conventionnels, même de levure en général, par les bières sans alcool, ils ont des guides disponibles auprès de leur clientèle. Mm. Nous-mêmes, on en offre un disponible sur notre site web. On va avoir une nouvelle version à jour très bientôt suite à ce podcast. Je vais travailler là-dessus. C'est dans mes cartons. Ça s'en vient, gang, soyez patients. Fait que c'est sûr que nous, on offre des guides qui ont des bonnes lignes directrices générales. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, ben, n'hésitez pas à aller chercher un coup de main là-dessus là, pour se développer ce genre de produit-là. Comme je vous dis, euh, il- c'est des produits pour lesquels on n'a pas la même approche que faire une bière normale. Il faut voir ça comme un fabricant agroalimentaire en général. Fait que d'avoir un petit coup de main, ça vaut la peine. Puis même aussi, je vous dirais, si déjà vous avez des problèmes de salubrité, de contamination, vos recettes ne respectent pas leurs spécifications à l'interne, ben déjà là, allez chercher un coup de main pour régler ça avant de faire de la sans-alcool. Tu sais. Lancez-vous pas dans ces genres de produits-là
si déjà vous avez des problèmes avec vos bières régulières. Parce que c'est Ouais, des produits qui sont pas mal, qui ont pas mal plus de risques et d'enjeux à considérer. Ça ne ouais, veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais vous allez ramer pas mal plus fort pour avoir un produit intéressant puis qui est stable, qui est d'une acuité parfaite. Là. Fait ouais. que, euh, fait que ça, je vous dirais ça. Puis, tu sais, au niveau consultation, il ne faut pas juste voir consultation, développer un produit. Pensez aussi aux ressources externes. Hmm. Pensez justement, comme je vous disais, ben, on a parlé des services de pasteurisation, des services d'analyse externe. Moi, je sais comme certains consultants, on pourrait peut-être dire, ben oui, si vous n'avez pas les ressources à l'interne pour faire ces contrôles-là, n'hésitez pas à aller utiliser les ressources externes. Là. Hmm. Ouais. Les Puis, bières sans... oui, Oui, excusez, j'ai une petite dernière, une non, pas de ça. pensée. Tout ce qui est méthode physique, si vous voulez acquérir du matériel ou un équipement pour faire de l'alcool avec bière sans alcool avec un procédé physique, moi, je vous recommande fortement de faire appel avec un consultant Hmm. parce qu'on s'entend, là, l'investissement capital est pas mal plus élevé. Ouais. Donc, vous ne voulez pas rater votre investissement. Fait que là, je vous dirais, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Là, Hmm. généralement, les équipementiers de ces produits-là sont quand même bons, mais même d'avoir une seconde opinion, ça peut faire pas de mal. Ouais, ouais. Les bières sans alcool se multiplient, comme on se disait tantôt. Est-ce que tu penses que toutes les microbrasseries devraient avoir au moins une sans alcool sur leur menu? Est-ce que tu penses que c'est mandatoire pour tout le monde, ça? Ça en est une bonne question. Moi, je ferais le parallèle. C'est comme se poser la question, est-ce que toutes les brasseries devraient faire de la fermentation mixte, devraient faire des bières sauvages? Moi, je Ouais. pense qu'il faut laisser. C'est important de se positionner comme brasserie, de voir c'est quoi nos spécialités, c'est quoi nos créneaux intéressants qu'on va aller explorer. Puis on n'est pas obligé d'explorer tous les créneaux présents. C'est un peu comme les bières sans gluten. Ben, même s'il y a des gens qui cherchent la bière sans gluten, il y a un bassin de consommateurs pour ça. Ben, pas chaque brasserie n'offre pas une bière sans gluten. Hmm. Puis je vous dirais surtout dépendamment aussi la méthode de service entre du CSP et du CAD. Vous faites du CSP, moi je juge que c'est très important d'avoir un produit sans alcool à offrir pour les consommateurs. Puis c'est pas obligé d'être le vôtre. Il n'y a rien qui vous empêche d'acheter un produit d'une autre brasserie qui est éprouvé, qui est très apprécié des consommateurs, puis vous avez ça dans votre menu, je vous dirais. Puis, tant qu'à parler de CSP aussi, ben, on va parler un petit peu, je vais parler brièvement de bière sans alcool en fût. Bière sans alcool en fût, faites très attention à ça également. Ouais, Euh, ça, on n'a jamais essayé ça nous autres mêmes, puis ça fait trop peur, je pense. c'est, c'est pas impossible, mais c'est vraiment important d'être. C'est un contrôle des risques. Il faut être très, très propre sur ces lignes de fût. Il faut Hmm. les laver régulièrement. Ça prend des registres aussi. Ça prend une certaine étiquette de la part du personnel de service aussi. On en voit de certains, ils vont tremper le bec dans la bière ou dans la mousse quand ils font leur service. Ça, c'est un gros nom avec les sans-alcool. Même avec la bière en général, c'est un gros nom. Là. On vous regarderait mal dans certains pays en Europe si vous faites ça, là, selon leur culture. Fait que ça, c'est vraiment. Moi, je ne vous recommande pas les bières sans alcool en fût. Si vous n'êtes pas confiant avec vos méthodes de nettoyage en ligne, si vous n'avez pas des registres, pensez-y pas. Puis encore moins si vous vendez vos fûts à l'extérieur à des tenanciers de bar. Moi, je dirais pensez-y même pas. Là, Surtout c'est quand on utilise un procédé physique, tu sais, pour arrêter la fermentation, ben là, en fût, c'est, tu sais, dépendamment, mettons, c'est de la pasteurisation, ben là, le faire en fût, c'est pas mal plus compliqué, mettons, là, tu sais, fait que... ouais, pasteuriser un fût, c'est pas mal. C'est tout qu'une game, là. On Ouais, s'entend. c'est ça. Fait que, Ouais, effectivement, il y a ça aussi. Puis ça aussi, ouais, ça va dépendre le risque de votre produit, de votre produit également. Là. Même, je vous dirais, ceux qui font des sans-alcool en fût, ben, pensez peut-être avoir une autre flotte de kegs pour ça. ouais, Euh, c'est vrai. parce que des mauvais kegs font des mauvaises surprises. Ça nous arrive toujours même avec de la bière. Ben, imaginez sans-alcool, là, Hmm. à considérer. Puis dans le CAD, encore une fois, si on vient à la question, ben, est-ce que c'est de se poser de dire, est-ce que vous voulez mettre des ressources humaines, matérielles, financières, de se lancer dans ce segment de marché-là, que oui, il est en forte émergence, mais il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dedans. Ben, il faut que vous soyez confiant de la qualité de votre produit. Fait que, comme je vous disais, ben, c'est comme se poser la question, est-ce que tout le monde devrait avoir faire des bières sauvages? Ben, pas nécessairement. Puis je pense que les sans-alcool, c'est la même chose. Là,
Puis comme je vous dis en CSP, n'hésitez pas, là, ça veut un produit d'une autre brasserie, moi je pense que c'est tout à fait correct. Là. Mais les consommateurs, ils recherchent ces produits-là. Ouais, Euh, c'est de plus en plus. Donc, si vous n'en offrez pas, ben, c'est certain que ça se peut que vous allez faire des déçus. Là. ouais, ouais. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à ceux qui veulent commencer ou qui embrassent déjà, peut-être? Là, on a parlé de consultation, tu sais, aller chercher de l'aide, etc. Mais ce serait quoi tes plus gros conseils à donner à ceux qui veulent commencer? Ben, je vais retaper le clou dessus, là. Soyez propre. Soyez propre, Mm. soyez propre, soyez propre. Contrôlez ce que vous faites. Si vous avez une bonne formulation, vous avez quelque chose de gagnant, prenez des notes, contrôlez tout ce que vous faites, ça aussi. Prenez en note vos régimes d'empâtage, assurez que vous respectez tout ce que vous faites, parce que sinon, c'est possible. Là, une petite erreur, puis vous pouvez sortir, vous pouvez avoir un produit qui ne respecte pas la réglementation, qui ne respecte pas ce que vous cherchez. Fait que, je ne le dis pas assez, là, mais soyez propre. Contrôlez vos produits, envoyez faire ça, faire des analyses. N'hésitez pas non plus. Comme je vous dis, si l'industrie pompe trop de mauvais produits et tablettes, on va tous être perdants. Les consommateurs vont bouder ce style-là, vont se retourner vers d'autres alternatives. Et aussi, on risque d'avoir plus de contrôle de la part des instances gouvernementales. Tout le monde va être perdant à ce niveau-là. Mm. So- et n'hésitez pas à faire plein d'essais aussi. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit assez souvent. N'hésitez pas, là, ça prend beaucoup, beaucoup d'ajustements pour avoir un excellent produit. C'est la même Mm. chose dans l'industrie agroalimentaire. Et cet effort-là va payer dans le temps. Ouais. Vous êtes mieux de prendre votre temps à sortir une excellence sans alcool que d'en botcher une le plus vite possible. Là, n'hésitez pas là, à avoir cette approche-là. Donc, gérer ça. Enfin, oui, j'en aurais peut-être une autre que j'avais aussi voulu glisser dans les styles. Les Ouais. styles intéressants à essayer. Euh, Moi, je vous dirais deux styles qui sont faciles à commencer. Ce sont les styles plus maltais, comme Mhm. les ambrés, les bières brunes, surtout. C'est à faire attention à cause de la perception du produit, avoir un produit qui a une belle rondeur, c'est un peu plus difficile des fois, là, mais ces styles-là, dans le fond, parce que les notes de mou qui peuvent être présentes dans les méthodes biologiques vont bien se mélanger dans ces styles-là avec certains mâles de spécialité que vous allez incorporer dans la formulation. Ça va vraiment mieux paraître. Je vous dirais, les IPA, c'est pas évident non plus. C'est pas Mm. évident parce qu'il nous manque l'alcool, qui est un solvant important de composés qu'on va aller extraire du houblon. Mm. Puis c'est ce qui explique pour les IPA sans alcool, c'est pas facile à faire. Donc, pour ça, n'hésitez pas à travailler avec des produits, d'autres produits, là, comme je disais, les produits dérivés du houblon. Mm. N'hésitez pas à faire appel à ça pour ces styles-là. Puis aussi intéressant, les bières sûres. Bières sûres, c'est vraiment un style qui convient bien pour la fabrication des bières sans alcool. L'acidité va vraiment masquer, va aider à avoir un produit plus appréciable, plus de grande buvabilité. Là. Les gauzes en particulier, je vous dirais, gauzes sans alcool, c'est vraiment un style cool. Le côté salin également là, va aider à balancer Ah, le produit. ouais. Puis le pire, le plus difficile, je vous dirais, c'est les blondes. Blondes sans OK. alcool, là, c'est très touché à faire. Il y a très peu de place. C'est des styles délicats, hein, donc il y a très peu de place pour masquer les défauts s'il y en a. Mm. Sans compter que les grands brasseurs jouent très fort du coude dans ce segment-là. Donc, ça aussi, c'est une autre raison pour que je voudrais posez-vous la question, est-ce qu'une boisson sans alcool est nécessairement la bonne place pour commencer? Là? Parce que, comme je vous disais, à 8-9 la caisse de 12 Mm. des grands brasseurs, c'est des produits quand même surprenants côté qualité. Ben, c'est difficile de rivaliser dans ce segment-là des blonds sans alcool. Là. Fait Ouais. que ça, c'est d'autres conseils que je vous dirais. Puis enfin, ben, l'autre conseil, ben, n'hésitez pas à demander des coups de main. Là. Le labo, on est là pour ça. Je suis facilement rejoignable. Il y a des ressources disponibles. Ben, n'hésitez pas à les utiliser là, aussi. Là. Fait Mm. que ça se résumerait par la prudence de mise qu'on fait ce style-là. C'est très, ouais, c'est right on point, je te dirais. Hey, c'était vraiment très, très, très intéressant tout ça. Merci infiniment d'avoir fait ça avec moi. En terminant, as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour le labo? Est-ce que vous avez des événements, des nouveaux produits? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, on va diversifier notre offre, OK. c'est sûr. Ben,
côté nouveaux produits, on en a plus ou moins dans notre pipeline en ce moment, je te dirais, là, mais on va faire des petites annonces intéressantes au congrès de la MBQ. Là. Venez OK. je fais mon teaser un petit peu, là, mais venez à notre kiosque, on va jaser de ça, là, mais on va offrir des services de plus disponibles pour les brasseries. Certains qui vont être très intéressants et qui ont un lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui. OK. Puis d'autres vont peut-être aussi vous aider. Là, je pense à toute la situation justement de la situation de l'inflation, le contrôle des coûts, des choses comme ça, c'est très important. Ben, il y a des ressources de plus en plus disponibles pour ça. Bref, je dirais, venez à notre kiosque au congrès, n'hésitez pas, là, on va être dans le corridor cette année. Venez Ah voir, on ouais? va OK. OK. Dans le corridor direct? OK. Ouais, Je vais m'en souvenir. Je veux une yes. casquette. Je veux une casquette cette année du labo. On a des nouvelles merch cette année aussi. Venez au Ah, kiosque pour ça. Là, yes. nouvelle gang, nouvelle badge de t-shirt, nouvelle calotte. Là, écoute, ça va Sac. avoir la peine. Yes, sir. Ah, j'ai très hâte, ça. Je te l'avais déjà dit, il te manquait juste des casquettes dans votre merch. Ben oui, mais là, on les a faites. Là, c'est plat. Je pensais que j'en avais une ici, mais ils sont solides cette année. Là, vraiment. Là, OK. le logo est en gros ici, là, avec une couleur bien flash. Puis OK. des casquettes bleues, gris charcoal ou noir, me semble. Là, mais il look cette année. Là, ouais. Ah, très Les, cool. les, les t-shirts sont hot aussi. Tu passeras, c'est certain. Ah, yes, sir. Ben, merci infiniment d'avoir fait ça avec moi, man. C'était vraiment très, très intéressant. Puis je suis sûr que ça va en aider plusieurs. Ah ben, regarde, ça fait plaisir. J'ai bien aimé ça, moi aussi. Là. Mal que l'heure qui est rendue, j'ai bien du fun. Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!